Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est l'heure du courrier des auditeurs. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Courrier des Auditeurs qui, cette semaine, est animée par Lisa Dufaux et moi-même, Floriane Day. Donc, on va commencer comme d'habitude par vous rappeler les concours de décembre et trimestriels, pour le coup. Donc, en décembre, il me semble que c'était un concours en lien avec un déplacement présidentiel. Tout à fait. On vous demande où est-ce que Lai Ching-de a fait escale sur son chemin d'aller et de retour pendant sa première visite d'État dans le Pacifique. Voilà, donc Lai Ching-de a visité 3 pays alliés diplomatiques de Taïwan. On peut dire de quel pays il s'agit, ça ne fait pas partie de la réponse. Les îles Marshall, les Palaos et Tuvalu. Voilà, et à l'aller comme au retour, il s'est arrêté dans 2 îles et il faut nous dire leur nom. Et pour gagner quoi? Alors, il y a des porte-monnaies marrons à remporter. On dirait un peu des porte-monnaies Louis Vuitton, mais sans le LV qui a posé dessus. Voilà, on n'a pas le budget pour offrir des Louis Vuitton, mais en tout cas, ce sont des petits porte-monnaies bien pratiques et il y en aura 4 à remporter. Voilà pour le concours du mois de décembre. Et on a aussi un concours trimestriel pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc il vous reste le mois de décembre pour répondre. Il faut nous dire quel est le musée, un célèbre musée taïwanais qui célèbre cette année son centenaire et qui, pour célébrer cette occasion, a organisé une exposition en coopération avec la France. Voilà, il faut nous dire quel est le nom du musée et aussi le nom de l'exposition. On en a parlé on en parle à Taïwan, je crois. C'était peut-être au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Et on en a aussi parlé dans les news. Voilà, il y a aussi des cadeaux à remporter. 3 gagnants qui pourront peut-être recevoir une bouteille d'alcool taïwanaise en magnette. Voilà, à mettre sur le frigo et pas dans le frigo. Voilà. On a aussi eu énormément de courriers cette semaine, oui. En particulier des personnes qui répondaient déjà aux questions du concours, donc on les remercie. Oui, merci à tous. Alors on remercie par exemple Monsieur Najimuddin qui nous écrit d'Inde, ainsi que Ramana Rao, le président du DW Listeners Club à Hyderabad, également en Inde. On a aussi Maggie Roy et André Bio, des auditeurs fidèles. On a aussi Jahangir Alam qui nous écrit du Bangladesh et un autre auditeur bangladais, Rana Dewan. Donc merci à eux qui nous écrivent de loin, dans des contrées où on ne parle pas forcément souvent français, donc c'est tout à leur honneur. On a aussi des auditeurs qui nous ont écrit d'Allemagne, Uni Amor Orbit ou encore Ralph Urbanchik, désolé pour la prononciation. On a aussi Christian Guibaudo, qu'on salue, Joël Touchard, Paul Jamet, Siddhartha Bhattacharjee, Jean-Michel Aubier et Philippe Marsan, Bezazel Ferrat, Alejandro Pérez de Colombie, Farid Boumechal qui nous écrit d'Algérie. On salue également Nagmouchi Noiri, un auditeur très fidèle également, Rob Denbourg des Pays-Bas, Daniel Villon, Jacques Augustin, François Brunet, qui apparemment vient d'arriver à Taïwan et qu'on salue. Et on salue également Abdelila Izou, Elisabeth Oliveira, Gilbert Dupont et Taslim Oudine. Donc, merci à tous de nous avoir écrit et on vous invite à nous envoyer vos rapports d'écoute, à participer au concours. On est toujours ravis de recevoir vos courriers. Voilà, et dans ces courriers, vous étiez encore nombreux et nombreuses à indiquer avoir reçu le calendrier. Et donc, ça va faire juste la parfaite transition pour ce courrier, puisque je souhaitais vous présenter la deuxième partie de
des pages du calendrier, en fait, parce que c'est un calendrier sonore avec des illustrations, mais aussi un QR code au dos de chaque page qui permet d'écouter un son qui dure entre 1 et 2 minutes en moyenne, qui présente à la fois une petite musique ou bien un bruit particulier de Taïwan, avec en mandarin toute une explication autour de ce son-là. Et donc, ce n'est pas une explication qui est traduite en anglais sur le papier, où c'est beaucoup résumé. Donc, je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé des mois de janvier à juin. Et nous allons donc continuer en juillet avec une illustration, Lisa, qui, au premier coup d'œil, est le... Est-ce que c'est le temple de Lugang, peut-être? C'est pas celui de Lugang. Il est plus proche de Taipei. Il est à Taipei. Un vieux temple. Ouais, je sais pas. Longshan. C'est Longshan, ça? Ouais. C'est le Longshan Temple. Ah ben... Je l'aurais mieux dessiné que ça, moi. On te croit sur parole et tu vas nous faire le calendrier de l'année prochaine. Non, c'est une très belle aquarelle. Mais bon, j'avoue que ça ressemble pas forcément particulièrement au temple Longshan. Oui, c'est vrai que c'est difficile de reconnaître quel temple c'est sur une illustration comme ça. Mais donc au niveau sonore, on entend d'abord un bruit de petites baguettes de bois en fait que l'on remue, et puis des bruits de morceaux de bois qui tombent au sol. Et en fait, ce sont les baguettes de divination qu'on secoue parfois un petit peu avant d'en piocher une au hasard. Et les morceaux de bois, ce sont des formes de demi-lunes rouges que l'on jette au sol. Donc elles ont un côté bombé et un côté plat. Et ça sert à communiquer avec les dieux. Donc ce sont des sons qui sont très habituels dans les temples, qui sont très familiers, puisque c'est un endroit où on se rend assez régulièrement, en tout cas les Taïwanais en général. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre. Là, c'est vraiment le son du bois, des petits bouts de bois qui tombent par terre sur le sol du temple. Voilà, et donc dans la suite de l'explication qui vient ensuite en chinois, eh bien, ils expliquent qu'il y a 4 étapes lorsqu'on va prier. La première, c'est de se prosterner et de poser la question. Donc en fait, il faut d'abord dire notre date de naissance, où on habite, son adresse, son nom, etc. Et puis ensuite poser la question au dieu. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir une baguette au hasard. Et chaque baguette porte un numéro qui correspond ensuite à un petit papier avec une indication. Mais avant d'aller tirer ce petit papier, il faut confirmer le choix. Et donc, ça se fait en lançant ces 2 demi-lunes de bois. Et donc, elles doivent être orientées l'une vers le haut et l'autre vers le bas pour que ce soit un oui. Si les deux sont vers le haut ou les deux vers le bas, eh bien, il faut remettre la baguette et recommencer, en retirer une autre et de nouveau reconfirmer. Et lorsque on a une réponse positive des divinités, eh bien, il est possible de prendre le petit papier qui correspond au numéro de la baguette et ensuite le lire ou se le faire expliquer pour avoir une réponse à notre question. Voilà donc pour le mois de juillet. D'accord. En août, c'est un son qui est beaucoup plus familier pour vous puisque c'est un son de cloche de l'église Jinliao à Tainan, dans les plaines et au milieu des chanderies. Donc c'est une architecture qui est assez particulière à Taïwan, avec un clocher un peu en forme de pyramide. Et cette église a commencé à être construite en 1955 à l'arrivée d'un missionnaire allemand, Gottfried Bonn, qui est un architecte qui ensuite a remporté d'autres prix d'architecture. Mais cette église-ci était sa première œuvre en Asie, et donc elle est très représentative de la région. Et pour le mois de septembre, c'est le son du mois des fantômes à Keelung, dans le nord-est de Taïwan, et une cérémonie un petit peu particulière. On vous fait écouter ça. On entend bien le son de l'eau en tout cas. Oui, donc il s'agit du lâcher de lanterne sur l'eau à Keelung. Ce lâcher de lanterne a lieu lors de la fête des fantômes, et donc c'est entre le 14e jour du 7e mois lunaire à 11h du soir et le lendemain à 1h du matin, donc il y a juste une fenêtre de 2 heures pour le réaliser. Et c'est une cérémonie en fait avec une procession sur l'eau qui est assez magnifique,
puisqu'il y a toutes ces lanternes qui flottent et qui servent à accompagner les Haoxiongdi, c'est-à-dire en anglais on les appelle les Good Brothers, les bons frères, qui sont en fait les âmes des défunts, qu'on essaye d'accompagner pour quitter ce monde après qu'ils aient passé un mois parmi les vivants. Donc c'est... Et pas n'importe quel défunt, les âmes errantes, les âmes errantes en particulier, oui, c'est ça. On va dire qu'ils sont pas... Qui n'ont pas été honorés par les leur familles, les descendants, ça, qui n'ont pas de descendants parfois. C'est ça. Donc c'est pour que tout le monde puisse s'en aller et retourner dans les enfers, y compris ceux dont les rituels n'ont pas été effectués ailleurs, en fait, dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est un rituel qui a lieu en septembre. Ensuite, en octobre, c'est un chant Aka des montagnes que l'on peut écouter. Donc là, je vous laisserai écouter vous-même avec le QR code au dos de la page. Oui, je vois que c'est des dames avec des chapeaux en bambou dans des champs de thé. Exactement. Donc, habillées de la tête aux pieds pour se protéger du soleil. Voilà, ouais. Donc en fait, dans l'explication, ils disent qu'il y a environ 40 millions de Hakka dans le monde, la plupart étant en Chine, actuellement en tout cas dans le sud de la Chine, la province du Canton notamment, mais à Taïwan il y en a aussi, donc ce sont des Chinois Han de la minorité Hakka qui ont émigré à Taïwan. Et en fait, au nord et au sud de Taïwan, ils ont aussi des musiques légèrement différentes. Au nord, c'est plutôt axé sur ce qu'ils appellent Jiuqiang Shibadiao, c'est-à-dire 9 musiques et 18 mélodies, à peu près, comme traduction approximative. Mais donc, c'est une structure qui est plus stable, disons, avec des improvisations ensuite sur des airs qui sont traditionnels, qui sont inspirés du quotidien, les improvisations. Alors qu'au sud, c'est plutôt des chants des montagnes, ou bien en lien avec la cueillette de thé. Il y a par exemple le chant des montagnes de Meinong qui est assez célèbre, ou bien des berceuses. Donc voilà, vous pourrez écouter ça au dos de la page octobre. En tout cas, moi, ce qui m'avait marqué en allant dans les champs de thé lors de la cueillette, c'est le bruit des feuilles. Ça fait vraiment comme un bruissement continu. Et c'est très... c'est très méditatif comme bruit. Ouais. Super agréable. Là, c'était pas trop ça qu'on entendait dedans. Par contre, en novembre, là, ça m'a... Là, il y a de la musique, là. Là, il y a de la musique. Et ça m'a assez surpris que ce soit là, parce que c'est pas quelque chose que j'avais rencontré avant. Mais le mois de novembre, pour moi aussi, cette année, a été assez plein de cet instrument de musique, qui est la guimbarde. Et donc, vous verrez une illustration d'une jeune fille qui joue de la guimbarde atayal, donc un instrument en bambou. En fait, c'est une petite languette de bambou découpée dans une sorte de languette plus large, avec une ficelle de chaque côté. Donc, un côté où la ficelle est tenue fermement avec le bout du bambou, et l'autre où elle est tenue avec quelques doigts de distance. Et en tirant dessus avec des petits coups secs, ça permet de faire vibrer la languette de bambou, et elle résonne dans la bouche. Je propose qu'on écoute ça. Oui, bien sûr. Donc, dans l'explication de cette illustration, eh bien, ils nous disent que c'est un instrument de musique autochtone, qui est assez représentatif aussi chez les Atayal en particulier, joué par les hommes et les femmes en dialogue, donc debout face à face, en se balançant d'un pied sur l'autre avec une petite rotation. C'est un instrument privilégié pour faire la cour à la jeune femme qui nous plaît. Et donc, cet instrument a un rôle assez unique dans la culture atayal. Et donc, je disais que c'était une coïncidence pour moi parce que fin novembre, j'étais au Festival international de la guimbarde de Taïwan, où il y avait notamment un homme assez âgé qui était aussi atayal, qui expliquait comment jouer de cette guimbarde. Et donc, il a montré aussi comment danser. Donc, il y avait un autre guimbardiste breton qui était là, qui avait appris à en jouer, et ils étaient tous les deux là à danser ensemble. Donc l'atayal jouait le rôle de la jeune fille qui écoute, à danser en face du breton. Donc ce sont des images que j'ai vues de mes propres yeux, et que je vous partage dans la vidéo qui sera aussi sur la page internet qui accompagne l'émission du jour.
Donc voilà, c'était incroyable. Oui, c'était très surprenant que ça revienne là. Et on arrive maintenant au mois de décembre. Un mois de décembre qui a aussi un son assez particulier que tu vas reconnaître, j'en suis sûre, Lisa. Et il s'agit donc des vendeurs ambulants de boulettes de riz gluant, souvent farcies, enveloppées dans des feuilles ficelées, qui sont vendues à vélo ou en scooter en général par quelqu'un qui appelle sa clientèle avec ce son qui est si particulier, si familier. Et donc dans le petit son qui accompagne, après l'explication en mandarin, ils disent aussi que ces vendeurs sortent souvent vers 9 ou 10 heures du soir et que c'est un son qui est vraiment très familier pour les Taïwanais, qui rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà, donc vous pouvez aller réécouter votre calendrier et maintenant vous saurez un petit peu mieux de quoi ça parle, quel souvenir, quel paysage ça évoque. Et on va passer désormais à la question de Philippe Marsan, qui nous a demandé si la Toussaint était célébrée aussi à Taïwan. Alors, la Toussaint, donc, c'est le 1er novembre. C'est célébré surtout par les catholiques taïwanais qui vont organiser des offices spéciaux après chaque messe pendant le dimanche, pendant le mois de novembre, donc pour commémorer les défunts. Et il va y avoir un petit autel spécial dans l'église où les paroissiens vont pouvoir mettre les photos de leurs défunts et ensuite ils vont prier ensemble pour eux. Sinon, ce qui correspond à la Toussaint à Taïwan, c'est plutôt la fête du nettoyage des tombes qui a lieu au printemps. Les familles vont aller sur les tombes. D'ailleurs, il n'y a pas tellement la culture d'aller se recueillir sur les tombes souvent pour les défunts. C'est vraiment une fois par an. La plupart du temps, c'est une fois par an pour nettoyer la tombe et toute la famille est censée y aller. Mais bon, en tout cas, c'est un petit peu plus difficile. Donc, Et je pense qu'il y a aussi plusieurs dates particulières juste après le décès d'une période. Oui. Là où c'est aussi traditionnellement recommandé ou conseillé d'aller sur la tombe. Oui, ou ça peut être l'anniversaire aussi de... L'anniversaire, mais je crois les 2-3 premières années, il faut quand même y aller assez régulièrement. Et après, ça devient quelque chose d'annuel. Voilà. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que Qiminggie est un jour férié à Taïwan, mais bon, pas la Toussaint. Et pour le Qiminggie, il va y avoir en général quelques jours de vacances. Les gens vont en profiter pour rentrer chez eux. S'ils viennent par exemple du sud ou alors d'autres régions, ils vont prendre le temps pour se rendre dans leur maison familiale, là où en général se trouve la tombe. Oui, souvent c'est aussi juste la veille ou le lendemain, il me semble, de la fête des enfants, donc ça fait 2 jours fériés à la suite. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait très vite un long week-end. Donc c'est aussi effectivement une petite période de vacances. Et c'est le printemps, il fait beau, donc beaucoup de gens aussi en profitent pour prendre quelques jours de vraies vacances, parce que c'est assez rare qu'il y ait plusieurs jours d'affilée. J'avais vu sur le site, je crois que c'était du Bureau français de Taipei, qui expliquait un petit peu ce qu'était la Toussaint. Et j'ai trouvé quand même quelque chose qui, à mon avis, n'est pas tout à fait exact, qui expliquait que, voilà, en France, le jour de la Toussaint, mais même en dehors de la Toussaint, un peu tout le temps, les cimetières étaient un peu considérés comme des parcs où les gens allaient se balader librement. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plutôt... Certaines personnes, oui, mais pas tout le monde. Mais c'est plutôt le cas de cimetières où il y a des tombes célèbres comme le Père-Lachaise. Voilà, ça, ce sont vraiment des lieux touristiques. J'ai aussi vu des gens dans des villages aller se promener avec les enfants assez jeunes, une poussette, juste parce que c'est fleuri, pour aller voir comme ça. Ok. J'avoue que je connais personne qui fait ça. Les gens évitent plutôt d'aller dans les cimetières, sauf si c'est vraiment pour se recueillir devant les tombes, mais... J'ai pas l'impression. Je pense que ça dépend des gens et des familles. Vous pouvez nous dire comment vous... À quelle fréquence est-ce que vous fréquentez les cimetières
et pourquoi aussi, Oui, pour c'est quelle ça. occasion. Moi, j'avoue que ça me viendrait pas à l'idée de... Et je connais personne qui s'y balade, mais bon, peut-être que c'est quelque chose qui se fait et que je suis totalement déconnectée vivant à Taïwan. En tout cas, à Taïwan, ça se fait pas, ça se fait pas vraiment. Et même d'ailleurs, à Taïwan, il y a beaucoup de chemins de randonnée qui passent près de tombes. Par exemple, à Xiangshan, dans le coin où j'habite, il y a pas mal de chemins de randonnée, mais derrière, sur la colline, c'est que des tombes. Et alors, j'ai déjà eu affaire, par exemple, à des candidats colocs qui ont vu, oh là là, il y a plein de tombes ici, je ne veux pas habiter là. Donc, ils sont partis. Ou alors, des gens à qui j'ai proposé de faire des randonnées, et comme ça passait un peu par les tombes, ils disaient, oh non, non, je veux pas trop aller me balader là-bas. Il y a quand même ce côté-là, c'est vraiment éviter les cimetières de manière générale. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a aussi ça à Taïwan. Et pourtant, les tombes cohabitent quand même avec les gens qui vivent notamment dans la campagne. Il y a pas mal de gens, tu sais, qui font du potager dans des endroits un petit peu illégaux, sur des terrains qui leur appartiennent pas, même dans la ville à Taipei. Et souvent, ils côtoient les tombes. Et là, dans ce genre de cas de figure, après, ça passe. il faut préciser aussi que les tombes à Taïwan sont souvent dans la montagne ou dans des champs, mais assez espacées les unes des autres. Et c'est pas comme en France où elles sont dans un petit carré très déterminé, ou un grand carré, mais elles sont beaucoup plus dans la nature. Oui, elles sont pas dans un terrain délimité, donc c'est un petit peu normal qu'on s'en approche c'est ça, qu'on sans passe à rentrer côté dans un comme ça. cimetière. En tout cas, on passe pas une porte. Oui, exactement, c'est ça. Oui, je comprends. En tout cas, moi, je trouve que les cimetières sont plutôt jolis à Taïwan. Les tombes sont assez jolies, elles ont des belles formes, des couleurs. Et c'est un peu en friche parfois autour. Oui, c'est ça, c'est envahi par la jungle. Donc ça a un côté un petit peu, je sais pas, Indiana Jones. Bref. Donc on remercie Philippe Marsan pour cette question. Oui, et merci beaucoup. Je voulais aussi répondre à une question de Jacques Augustin sur les huîtres, les homards et les crustacés à Taïwan, puisqu'il réagissait à une émission de Retour à la source sur l'élevage des palourdes. Et donc il demandait qu'est-ce qui est élevé aussi comme crustacés, huîtres ou homards à Taïwan. Donc il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'élevage de ces produits de la mer. Taïwan étant une île, elle s'y prête bien pour. Et alors, parmi les crustacés très prisés, il y a la crevette géante tigrée, où Taïwan était presque le plus grand producteur mondial en termes de crevettes, et d'export en tout cas de crevettes d'élevage, plus que pêché adulte. Et puis après, il y a eu des maladies dans les années 60-70. Et donc, des techniques de reproduction et d'élevage ont été plus développées. Et il y a eu un boom de production de crevettes à Taïwan, avec une autre espèce d'eau douce qui se conservait mal d'abord quand il n'y avait pas encore vraiment la chaîne du froid très développée. Et donc, ça s'est transformé en pêche récréationnelle dans des bassins d'élevage. Oui, c'est ça, c'est une culture, ça, la pêche à la crevette. Ouais, c'est ça, avec le barbecue après juste à côté, ou dans les marchés de nuit aussi. On peut peut-être expliquer à quoi ça ressemble. Ce sont souvent des hangars qui sont pas très accueillants, mais on rentre comme ça, il y a un bassin, il y a des crevettes dedans, et puis il y a des chaises en plastique tout autour, des chaises basses en plastique, et les gens viennent entre amis, ou alors tout seuls. Et puis ils restent sur leur téléphone en pêchant, ou alors ils viennent entre amis, mais ça peut être vraiment à 1h du matin par exemple. Ils arrivent à 1h, comme ça, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont une insomnie, ils appellent un ami et puis allez, pêche à la crevette. Et puis ils les grillent juste après, ils les mangent sur place. Il y a des endroits où on peut faire le barbecue, où on peut les griller. Est-ce que toi tu es déjà allé faire de la pêche à la crevette? Non. J'y suis allée 1 ou 2 fois. Et personnellement, ça m'a pas trop tentée parce qu'en fait, les crevettes, elles marinent un petit peu dans ce bassin d'eau trouble. Et déjà que j'ose pas trop à manger des crevettes par rapport à la qualité, je sais jamais trop si elles sont nourries avec des choses, bonnes pour la santé, donc j'ose pas trop. Alors, en plus, dans un bassin comme ça, personnellement, je n'ai pas confiance.
Mais je sais que c'est vraiment quelque chose que... C'est quelque chose de très populaire. Ouais, l'élevage de c'est marrant à crevettes faire, et même la si on pêche les à mange crevettes. pas. Bon, c'est un peu du gâchis du coup, mais on les- peut les donner à quelqu'un qui aime. Ouais. Voilà. Il faut y aller bien accompagné. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment une expérience à faire quand on vient à Taïwan. Donc voilà, pour ceux qui veulent venir visiter Taïwan, c'est vraiment quelque chose à essayer, qui sera pas peut-être dans les guides du routard ou sur les autres guides de voyage. Ouais. En ce qui concerne la production des huîtres, c'est aussi un des produits phares à Taïwan, puisqu'il y a aussi beaucoup d'espèces qui sont élevées, alors pas toujours les mêmes qu'en Europe, et elles sont le plus souvent vendues sans la coquille, donc pour faire des omelettes ou bien des soupes ou encore frites aussi. Mais il y a aussi une très importante production d'huîtres à Taïwan. Et à Tainan. Et à Tainan en particulier, ouais. Et puis de palourdes, d'autres fruits de mer. Si on va vraiment dans la campagne de Tainan, on peut voir dans les villages les femmes travailler les huîtres, les nettoyer et tout. Ouais, c'est vrai que c'est une culture qui prend plusieurs années en fait pour qu'elles arrivent à maturité. Et la troisième partie de la question, c'était par rapport au homard. Alors, c'est vrai que le homard est consommé à Taïwan, mais 90% des homards sont importés. Donc, c'est assez rare ouais, d'en voir. C'est un produit de luxe quand même. Oui. Donc, il y a eu des tentatives pour les élever à Taïwan, mais c'est assez peu facile parce qu'il y a un taux de mortalité très élevé, surtout après éclosion au stage larvaire et post-larvaire, donc quand les homards font entre 2 et 5 cm, parce qu'ils sont très sensibles à la qualité de l'eau, au taux d'oxygène et à plusieurs paramètres comme ça. Et donc, c'est assez difficile, en tout cas à Taïwan pour l'instant, d'avoir des homards locaux. Donc, il y a une très forte demande et la plupart viennent des États-Unis. D'accord. Voilà pour... C'est importé, ça vient de loin. C'est ça, ouais. Les homards ne sont pas un produit local. C'est peut-être aussi pour ça que c'est si cher. Et en dehors de ça, il y a aussi les palourdes. Les qui palourdes sont aussi, beaucoup ouais. élevées en grande quantité, qui sont consommées vraiment dans la cuisine de tous les jours, qui se cuisinent souvent à la poêle, avec un peu des morceaux de gingembre, ou alors des morceaux d'ail, et avec un petit peu d'huile de sésame, par exemple. Et là, juste sauté avec des feuilles de basilic taille et un petit peu de sel et de poivre. Ah, là, c'est délicieux. Quelqu'un a faim. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les palourdes en particulier, eh bien, je vous renvoie à l'émission de Meg Wang, Retour à la source, qui était sur l'élevage des palourdes. Donc, vous en saurez plus là-dedans, puisqu'elle avait des recherches un peu plus approfondies que nous pour là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cultures et d'élevage de produits de la mer. Il y a aussi beaucoup de poissons qui sont élevés à Taïwan dans des bassins qui ont beaucoup souffert aussi pendant les derniers typhons. Celui qui est arrivé à Kaohsiung, il y a eu énormément d'eau de mer qui est arrivée dans les bassins, de bassins qui débordent, de poissons qui se baladent, des vidéos avec des poissons sur la route. Qui essaie tant bien que mal de rejoindre le fossé et puis pourquoi pas après une rivière et l'océan. Mais c'est aussi un secteur qui est très sensible à tous les événements naturels et toutes les catastrophes naturelles. Donc ils ont eu une année difficile, je pense. Voilà, donc merci à Jacques Augustin pour sa question. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission et j'en profite pour vous renvoyer à toutes les émissions que Floriane a faites et va faire sur le Festival international de la Guimbarde, avec l'interview de Maître Atayal, de Breton, de qui encore? Alors il y a des gens de Mongolie, des Aïnous, c'est ça, de Hokkaido, donc des autochtones du nord du Japon. Il y en aura encore beaucoup qui vont venir. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à écouter, donc voilà. Le Cambodge aussi. Voilà, donc merci à tous et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain courrier des auditeurs. Au revoir. Au revoir. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，hello，hello，guten Tag，guten Tag，bonjour。